On fait confiance à la science pour à peu près tout, en fait. De la météo sur notre téléphone à notre propre santé, on s'en remet à elle. Mais il y a un truc un peu dérangeant quand on y pense. L'histoire est un immense cimetière de théories scientifiques qui étaient, à leur époque, considérées comme la vérité absolue. Le géocentrisme de Ptolémée, la mécanique de Newton, c'était le top du savoir. Et aujourd'hui, bon, elles sont au musée. Du coup, la question qui tue, c'est si les plus grands esprits d'hier se sont plantés, comment on peut être sûr que nos théories actuelles, à nous, sont les bonnes? C'est une question vertigineuse et ça touche vraiment au cœur de ce qu'on croit savoir. Est-ce que la science découvre la réalité ou est-ce qu'elle ne fait qu'inventer des histoires qui marchent de mieux en mieux? C'est tout le débat. Exactement. Et pour explorer ce doute, on a mis la main sur un dossier passionnant de l'université Toulouse Jean Jaurès qui plonge en plein dans ce problème. Il décortique la question. Quelle confiance peut-on et doit-on vraiment accorder aux sciences? C'est fascinant et j'ai vraiment hâte qu'on plonge là-dedans. Alors, pour s'y retrouver, on peut dire qu'il y a trois grandes familles de réponses. La première, c'est le réalisme. C'est la plus intuitive. La science nous dit la vérité sur le monde. La deuxième, c'est l'instrumentalisme, qui voit la science comme une super boîte à outils, très efficace, mais sans se poser la question de la vérité. Et la troisième, la plus radicale, le relativisme, qui suggère que l'idée même de vérité scientifique est peut-être une illusion. Et après, on verra une tentative de réconciliation assez géniale, le réalisme structurel. Donc, le réalisme scientifique. L'idée, c'est que la science progresse, elle avance, elle retire les voiles de l'ignorance les uns après les autres, les atomes, les quarks, l'ADN. Tout ça existe pour de vrai. Voilà. Et nos théories décrivent de mieux en mieux cette réalité. C'est l'image d'une grande marche vers la vérité. Vérité avec un V majuscule. C'est la vision optimiste, oui. Et pour la défendre, les réalistes ont un argument massu, popularisé par le philosophe Hilary Putnam, l'argument du miracle. Ah oui, l'argument du non-miracle. C'est ça, là. En gros, il dit que si nos théories scientifiques n'étaient pas au moins en partie vraies, leur succès serait un miracle absolu. Pensez à la précision folle des prédictions de la physique quantique, le fait que nos GPS nous localisent au mètre près grâce à la relativité générale. Tout ça ne peut pas être une simple coïncidence cosmique. Si les théories sous-jacentes étaient complètement fausses, ce serait comme gagner au loto 10 fois de suite. D'accord. C'est l'argument du «ça marche trop bien pour être faux». C'est hyper convaincant. Mais est-ce que c'est pas un peu un chèque en blanc? Après tout, les partisans de l'éther, cette substance qui était censée remplir l'univers, ils disaient aussi que leur théorie marchait trop bien pour être fausse, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle l'était. C'est une excellente objection, et on y reviendra parce que c'est le cœur du problème. Mais avant ça, explorons le camp d'en face, l'instrumentalisme. Pour eux, une théorie, ce n'est ni vrai ni faux. C'est juste un outil, un instrument. Le concept d'électron n'existe pas forcément en vrai, mais c'est un outil conceptuel incroyablement puissant pour fabriquer des puces d'ordinateur ou comprendre les réactions chimiques. La seule question qui compte, c'est est-ce que l'outil est efficace? Exactement. Donc, on se soucie plus de la vérité, mais seulement de l'utilité. C'est malin, parce que ça règle le problème des théories abandonnées. Pour une autre, on a juste échangé un tournevis contre une visseuse électrique. L'outil est meilleur, c'est tout. Le souci, et c'est la grande faiblesse de cette position, c'est qu'elle n'explique pas pourquoi certains outils sont si extraordinairement puissants. Pourquoi le concept d'électron permet d'unifier des milliers de phénomènes différents. L'instrumentalisme constate que ça marche, mais il refuse d'expliquer pourquoi. Il y a un côté un peu insatisfaisant. Et puis il y a la troisième voie, la plus déstabilisante, le relativisme. Là, on a des penseurs comme Thomas Kuhn ou Paul Feyerabend qui, eux, dynamitent l'idée même de progrès. C'est ça. Pour Kuhn, la science n'avance pas en ligne droite, en accumulant sagement les connaissances. Non, pour lui, elle avance par rupture, par révolution. Il a un concept clé pour ça, le paradigme. Un paradigme, c'est pas juste une théorie, c'est une vision du monde complète. C'est l'ensemble des règles du jeu, des questions qu'on a le droit de poser. Une sorte de grille de lecture. Exactement. Et quand on passe de la physique de Newton à celle d'Einstein, on ne fait pas qu'ajouter un détail, on change de lunettes. Les mots eux-mêmes comme masse ou temps ne veulent plus dire la même chose. C'est tellement radical que, selon Kuhn, les scientifiques des deux paradigmes ne se comprennent même plus vraiment. Et Feyerabend, lui, va encore plus loin. Ah oui, Feyerabend, c'est anything goes, tout est bon. Pour lui, il n'y a même pas de méthode scientifique unique. Le risque, là, c'est de tout mettre au même niveau. Si un paradigme envoie un autre, alors la science n'est plus qu'une
Une croyance, une histoire qu'on se raconte, comme une autre. Ça vide l'idée d'objectivité de sa substance. C'est le danger, oui. Le relativisme radical peut mener à l'idée que tout est une question de pouvoir, de sociologie, et plus du tout de recherche d'une vérité sur le monde. D'accord. Ces trois visions posent bien le décor, mais revenons à l'argument qui met vraiment le réalisme en difficulté. Celui que le philosophe Larry Laudan a appelé le pessimisme inductif. Rien que le nom est génial. Il est redoutable. C'est une simple induction, un raisonnement basé sur l'expérience passée. Laudan nous dit « Regardez l'histoire des sciences ». Elle est jonchée des cadavres de théories qui ont eu un succès empirique énorme à leur époque, mais qui sont aujourd'hui complètement fausses. On a parlé de l'éther luminifère, cette substance censée remplir l'univers pour que la lumière voyage. Pendant presque un siècle, c'était une évidence pour les physiciens. La théorie était ultra sophistiquée, pleine d'équations. Et pourtant, l'éther n'existe pas. Et ce n'est pas un cas isolé. Pensez à la théorie du phlogistique en chimie au XVIIIe siècle. C'était une substance qu'on pensait contenue dans les corps combustibles. Ça expliquait pourquoi les choses brûlent et pourquoi le métal rouille. C'était une théorie unificatrice, prédictive, et totalement fausse. L'argument de Laudan est donc, si toutes ces théories passées, si brillantes et efficaces, se sont révélées fausses, par quel miracle nos théories actuelles, Même les plus solides. même le modèle standard des particules, échapperaient-elles au même destin? Statistiquement, il est probable qu'elles finiront elles aussi au cimetière des idées. C'est terriblement logique et assez déprimant pour un réaliste. Et si je comprends bien le dossier, ce n'est même pas le seul problème. Il y a aussi cette idée de sous-détermination. Oui, un autre casse-tête. La sous-détermination des théories par l'expérience. Ça veut dire que pour un même ensemble de données, un même paquet d'observations, on peut souvent imaginer plusieurs théories, parfois radicalement différentes, qui sont toutes compatibles avec ces données. Mais alors, si les données seules suffisent pas à choisir, comment les scientifiques font pour avancer? Ils tirent à pile ou face? Pas tout à fait, heureusement. Ils utilisent d'autres critères, la simplicité, l'élégance mathématique, le pouvoir unificateur. Mais le point crucial, c'est que ces critères sont, en un sens, esthétiques ou philosophiques. Ce ne sont pas des preuves directes de la vérité de la théorie. Donc on pourrait avoir deux théories qui marchent aussi bien l'une que l'autre. Exactement. Deux modèles cosmologiques qui prédisent les mêmes observations sur l'expansion de l'univers, mais qui postulent des réalités sous-jacentes complètement différentes. Le choix de l'un sur l'autre ne repose pas que sur les faits bruts. C'est fascinant. Notre accès au réel n'est donc jamais direct, il est toujours interprété. C'est exactement ça. Et ça mène à la critique la plus profonde, celle de Duhem et Keane. Ils montrent qu'on ne teste jamais une hypothèse toute seule. On teste toujours un énorme paquet d'hypothèses en même temps. Ah oui, la théorie principale, mais aussi... Mais aussi les théories qui régissent nos instruments de mesure, des hypothèses de fond sur la nature de l'espace, etc. Si l'expérience rate, qu'est-ce qui est faux? L'hypothèse qu'on voulait tester? Ou est-ce que le télescope était mal calibré? Ou peut-être une loi optique qu'on tenait pour acquise est fausse? On ne peut jamais être sûr. Le verdict de l'expérience est toujours ambigu. Waouh! Donc, entre le pessimisme de l'histoire et l'ambiguïté des expériences, la position réaliste naïve semble vraiment intenable. Comment on sort de cette impasse? On baisse les bras et on devient instrumentaliste? C'est une option. Mais une autre voie, plus subtile et plus ambitieuse, a émergé. C'est ce qu'on appelle le réalisme structurel, une idée défendue notamment par John Warhol. Et c'est une tentative de sauver le réalisme en le rendant plus intelligent. Je suis tout oui. L'idée, elle est à la fois simple et profonde. Ce qui survit aux révolutions scientifiques, ce ne sont pas les entités que postulent les théories, les choses comme l'éther ou le phlogistique. Ce qui survit, ce qui est conservé et accumulé, ce sont les structures mathématiques, les relations que la théorie établit entre les phénomènes. Attends, c'est génial comme idée. Donc on garde les maths, mais on jette les objets pourris. C'est exactement ça. L'exemple historique de la lumière est parfait. Au début du XIXe siècle, la théorie de Fresnel décrit la lumière comme une onde qui se propage dans l'éther. Plus tard, Maxwell développe sa théorie de l'électromagnétisme et l'éther disparaît complètement. L'entité l'éther a été jetée à la poubelle de l'histoire. Mais, et c'est ça le point crucial, les équations mathématiques de Fresnel qui décrivent la diffraction ou les interférences sont conservées. Elles sont un cas limite des équations de Maxwell. La structure mathématique a survécu à la disparition de l'objet. La continuité n'est pas dans l'ontologie, mais dans la forme. Comme le dit le dossier, la vérité se trouverait donc dans ces équations. C'est une solution vraiment élégante au pessimisme inductif.
On peut admettre que nos entités actuelles, les quarks, les cordes, seront peut-être remplacées. Mais on peut espérer que les structures mathématiques qu'on a découvertes, elles, resteront. Précisément. Et cette idée se décline en deux versions. La première, la plus sage, est le réalisme structurel épistémique. Épistémique, ça veut dire relatif à la connaissance. Cette version dit tout ce que nous pouvons connaître du monde, c'est sa structure. Les équations nous sont accessibles, mais la nature profonde des choses, ce que sont vraiment un électron ou un champ de force, Ça nous échappe. ça nous restera à jamais caché. On connaît la syntaxe du réel, mais pas sa sémantique. Et la deuxième version est plus folle, j'imagine. Beaucoup plus. C'est le réalisme structurel ontique. Ontique, c'est relatif à l'être, à la réalité elle-même. Cette version ne dit pas seulement qu'on ne connaît que la structure, elle dit que la réalité est une structure. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de choses qui sont ensuite mises en relation, il n'y a que les relations. Un électron ne serait pas une petite bille qui a des propriétés, ce serait juste un nœud dans un réseau de relations mathématiques. Un monde fait que de relations, sans objet. J'avoue que mon cerveau a du mal à se le représenter concrètement, ça donne le vertige. Ah, la première fois que j'ai lu ça, ça m'a complètement retourné. C'est une idée à la fois magnifique dans sa pureté et terrifiante dans son abstraction. Ça remet en cause notre intuition la plus fondamentale d'un monde peuplé d'objets. Mais cette solution, aussi séduisante soit-elle, n'est pas magique. Le dossier pointe aussi ses limites. J'imagine que la première objection, c'est est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec des maths superbes qui flottent dans le vide? C'est la critique principale. Peut-on vraiment séparer la structure mathématique de ce qu'elle est censée décrire? Si on dit que seule la structure est vraie, comment sait-on qu'on ne fait pas qu'un jeu formel, une construction purement syntaxique qui n'a plus de point d'ancrage dans la réalité physique? Le risque, c'est de retomber dans une sorte d'instrumentalisme très sophistiqué. Et pour la version ontique, le défi est encore plus grand, non? Le défi est métaphysique. Pensez à un monde sans objet, sans substance, juste fait de relations pures. C'est un défi conceptuel immense. Si tout n'est que structure, en quoi consiste la table devant moi ou la planète Terre? Comment passe-t-on de ce réseau de relations abstraites aux objets solides et concrets de notre expérience quotidienne? La théorie ne le dit pas. Pas vraiment non, pour l'instant. Et il y a une dernière limite, plus terre à terre. Est-ce que ça marche pour toutes les sciences? Excellente question. Cette approche est taillée sur mesure pour la physique fondamentale, qui est ultra mathématisée. C'est là qu'on parle de lois, de symétrie, de structure. Mais est-ce que c'est pertinent pour, disons, la biologie de l'évolution ou la psychologie cognitive? Dans ces sciences, ce qui est central, c'est pas tant une structure mathématique qu'un mécanisme, comme la sélection naturelle, ou une fonction, comme la mémoire de travail. Appliquer le réalisme structurel à ces domaines est beaucoup moins évident. Le débat reste complètement ouvert. Waouh, quel voyage! Si on essaye de remettre un peu d'ordre, on est parti d'une question toute simple. Peut-on croire ce que la science nous dit? On a vu que le réalisme naïf, du « oui, bien sûr », est fragile face à l'histoire. L'instrumentalisme du « on s'en fiche tant que ça marche » est un peu décevant, et le relativisme du « tout se vaut » est carrément dangereux. Et milieu de tout ça, le réalisme structurel apparaît comme une voie médiane incroyablement sophistiquée. Il réussit le tour de force de sauver l'idée de progrès en science tout en prenant acte des leçons de l'histoire. Il nous dit, oui, nous nous approchons de la vérité, mais la vérité ne réside pas là où on la cherchait. Elle n'est pas dans la description des meubles, mais dans la découverte du plan de la maison. Les meubles peuvent changer, mais le plan architectural, la structure, demeure et se précise. C'est une image magnifique. Mais cette approche, on l'a vu, nous laisse au bord du gouffre avec une question finale, celle que pose le dossier en conclusion et qui est peut-être la plus vertigineuse de toutes. On va la laisser en suspens pour que chacun puisse y réfléchir. Peut-on vraiment détacher la structure d'une théorie de son contenu? Autrement dit, une équation, une pure relation mathématique, peut-elle être vraie en elle-même, indépendamment des choses qu'elle est censée décrire?